Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture spécial saga où on revient sur les nouvelles de Sherlock Holmes écrites par Conan Doyle. Troisième semaine, donc troisième recueil, et nous allons parler du retour de Sherlock Holmes. Donc la semaine prochaine, on avait laissé Sherlock Holmes décédé à la fin du dernier problème, et on le retrouve avec cette enquête extrêmement connue et vraiment très très bonne, La Maison Vide, où Holmes explique ce qu'il s'est passé à la fin évidemment du dernier problème. Il résout l'enquête de sa propre mort, et surtout on y découvre un personnage qui est assez peu connu dans le lore de Sherlock Holmes et qui pourtant gagnerait à être plus connu, le colonel Moran, qui est un personnage, un antagoniste très fort, et je l'ai déjà dit, les enquêtes où l'antagoniste de Sherlock Holmes est fort fonctionnent extrêmement bien, c'est-à-dire quand il a un adversaire à sa taille, Sherlock Holmes brille vraiment. Et c'est rarement le cas, et c'est le cas dans celle-là. C'est également dans cette enquête-là qu'on a pour la première fois une silhouette de Holmes devant la fenêtre. Vous voyez cette image très connue de la silhouette de Holmes devant la fenêtre et un tireur tire dessus, et en fait c'était pas Holmes. C'est un trope qui revient une fois ou deux par la suite, mais c'est dans cette nouvelle-là qu'il est introduit, sauf erreur de ma part parce que j'ai pas encore lu les romans Sherlock Holmes, donc peut-être qu'il a été introduit dans l'un des 3 romans qui sont sortis à ce moment-là. Alors j'ai déjà lu Le Chien des Baskerville, donc je sais que c'est pas là, ça existait pas encore, mais j'ai pas encore lu Une étude en rouge et Le Signe des 4, donc peut-être que c'est apparu dans un de ces 2 romans. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle-là est excellente. La nouvelle suivante, à ma grande surprise, est excellente aussi. L'entrepreneur de Norwood, elle est très bonne parce que, alors, d'une part pour sa résolution qui est vraiment amusante, j'ai envie de dire ça comme ça, mais en fait toute l'enquête est drôle dans le sens où Lestrade et Holmes sont vraiment en compétition. L'enquête présente des indices qui semblent évidents et du coup Lestrade va à fond dans cette direction et Holmes va dans une autre direction mais doute pendant une bonne partie de l'enquête du bien fondé de ses doutes. Du coup, pendant toute l'enquête, Holmes se dit « mais merde, mais Lestrade peut pas avoir raison », et du coup, ça fonctionne très très bien. Petit complément filmé à la webcam de merde, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas parlé des hommes d'encens. Troisième enquête des mémoires de Sherlock Holmes, du retour pardon de Sherlock Holmes. En fait, j'en ai pas parlé parce que j'ai pris 0 note dessus. Si vous regardez mes notes de lecture, vous voyez que vous voyez dans la description de la vidéo et dans laquelle vous pouvez voir les spoilers. J'en profite pour vous parler de ça. Si vous regardez mes notes de lecture, vous verrez qu'il y a 0 note sur les hommes d'encens, alors que c'est une enquête que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai trouvé vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la nature des messages cryptés dans cette enquête-là, et j'ai beaucoup aimé pourquoi ils sont cryptés comme ça, et aussi la pression du fait de la menace. À chaque fois qu'il y a une menace dans une enquête de Sherlock Holmes, d'emblée je vais bien l'apprécier parce que ça rajoute une pression, un stress, un suspense qui est généralement assez efficace. Retour à moi du passé. L'enquête suivante sur laquelle j'ai pratiquement aucune note, La cycliste solitaire, elle est chouette mais il y a vraiment pas grand chose à en dire. C'est pas une enquête qui sort beaucoup du schéma classique des enquêtes de Sherlock Holmes. Un peu pareil pour l'enquête suivante, L'école du prieuré, qui a pour elle le fait d'avoir quelque chose que j'ai évoqué la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, des affaires familiales qui génèrent des émotions compliquées, des conflits, si vous voulez, de loyauté. Ça rend l'enquête très prégnante au niveau des émotions. Et ça, c'est toujours un point fort. Enquête suivante, Peter le Noir. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, mais ça tient surtout à la nature très, on va dire, particulière du meurtre. Je peux vous le dire parce que c'est un truc qui est dévoilé au début. La victime a été tuée avec un harpon. Et du coup, ça colore vraiment le reste de l'enquête. On se dit, qui a tué quelqu'un avec un harpon? Et l'enquête fonctionne très très bien à ce niveau-là. Ensuite, parlant d'antagoniste fort, on a une enquête qui porte le nom de son antagoniste, Charles Augustus Milverton, qui est l'un de mes personnages préférés du canon de Sherlock Holmes. C'est un maître chanteur et Holmes va essayer de le neutraliser. Je vais pas vous en dire plus, parce que là encore, je ne veux pas vous spoiler, mais pour moi, c'est avec Moriarty, avec Irene Adler, avec tous ces personnages vraiment très forts du lore holmesien, c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas plus entendu parler avant et après. En fait, c'est bien que Sherlock Holmes soit devenu aussi grand qu'il est devenu, parce que ça donne l'occasion de se pencher sur tous ces personnages qui ont un potentiel inassouvi, inaccompli, bref, un potentiel inexploité, et notamment Charles Augustus Milverton, qui est, voilà, pour moi, peut-être le meilleur antagoniste de Sherlock Holmes après Moriarty. Peut-être même devant Moriarty, j'ai envie de dire. Et la résolution de cette enquête est vraiment très 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 cool. Ensuite, nous avons Les 6 Napoléons. Celle-là, elle est très cool, même si j'ai vu venir la fin un petit peu tôt. Pas la fin, mais j'ai vu venir l'idée de la fin relativement vite, ce qui est rare dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Il y a une autre enquête dont on parlera la semaine prochaine où ça a été beaucoup plus dommageable à mon appréciation de l'enquête totale. En l'occurrence, celle-ci, elle est quand même très très cool, et en partie parce que ça fait du bien de voir Sherlock Holmes être authentiquement joyeux, de progresser
lancer dans une enquête et de pouvoir résoudre une enquête et voir Sherlock Holmes en joie, si vous voulez, c'est pas souvent. Et quand ça arrive, ça aide vraiment à être en empathie avec le personnage qui est d'habitude assez froid. Ensuite, on a la nouvelle des 3 étudiants. Alors les 3 étudiants, ce que j'aime beaucoup, c'est que le délit, pour le coup, est très original. Ça change beaucoup des meurtres et des vols habituels, et du coup, ça insuffle un peu un souffle nouveau dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Le pince-nez en or. Cette nouvelle-là, c'est la nouvelle où j'ai commencé à en avoir un petit peu marre du fait que Sherlock Holmes déduit 10 à 20% de ce qui s'est passé, et la personne qui est responsable du crime va dévoiler les 80 à 90% qui restent. Et c'est un truc que Conan Doyle, vers la fin de sa carrière, va commencer à faire beaucoup, c'est-à-dire Sherlock Holmes va déduire la base, et le coupable va dire « Ah oui, j'ai fait ça parce que ça, je viens de là, et puis ma victime, elle vient de là, et si j'avais fait ça... Blablabla. » Et ça, c'est un truc qui a commencé à me lasser à partir de là. Ensuite, on a la nouvelle du 3/4 disparu, le 3/4 de rugby. Celle-là a la particularité de commencer en étant relativement drôle, c'est-à-dire que c'est un sportif de renommée nationale qui va voir Sherlock Holmes et qui s'étonne du fait que Sherlock Holmes ne le connaisse pas, alors que, comme on l'apprend dans Une étude en rouge que j'ai commencé à lire, spoiler pour les livres du mois prochain, Sherlock Holmes ne s'y connaît vraiment pas dans les domaines qui ne l'aident pas à mener son métier, notamment le sport, et elle se termine par une conclusion que je vais qualifier de déprimante. Et je vais pas vous en dire plus, évidemment. La nouvelle suivante, c'est le manoir de l'abbaye. Pour être tout à fait franc, j'ai complètement oublié de quoi elle parle, celle-là. Si, d'accord, ok, c'est celle-là. Elle démarre bien et elle se perd un peu par la suite. Elle démarre bien dans le sens où Sherlock Holmes arrive, on lui sert une histoire et il se dit, bon, bah, j'ai pas de raison de... Parce qu'il y a quelqu'un qui témoigne et il y a quelqu'un qui corrobore le témoignage et Holmes se dit, bon, bah, j'ai rien à faire ici. Et en repartant, il se dit, il y a un truc qui m'emmerde, il y a un détail qui m'emmerde. Et ce détail va lui faire remonter toute la file vers la vérité qui n'est pas celle qu'elle semble être de prime abord. Et pour ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une enquête assez chouette. La deuxième tâche, alors celle-là, elle m'a pas plu pour une raison anachronique, c'est que je l'ai trouvé encore plus sexiste que d'habitude. Je vais pas m'y étendre parce que je pense que c'est pas intéressant qu'on s'étende sur le sexisme d'une œuvre qui date du début du siècle dernier, donc disons juste que celle-là, voilà, c'était pas pour moi. Maintenant, elle a une très bonne réputation, la deuxième tâche, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous y pencher, et c'est déjà la fin de ce recueil du retour de Sherlock Holmes. Globalement, très bon recueil de nouvelles. Pour moi, deuxième meilleur en tout après les aventures de Sherlock Holmes. Il y a 3 nouvelles que j'ai trouvées vraiment au-dessus des autres. Charles Augustus Milverton, évidemment, qui présente l'un des meilleurs antagonistes de Sherlock Holmes. L'entrepreneur de Norwood, qui est vraiment très très chouette aussi. Et évidemment, La Maison Vide, qui est le retour à la vie de Sherlock Holmes et justifié et exploité. C'est-à-dire que c'est pas Sherlock Holmes revient au début de l'enquête et puis il reprend son train-train habituel. Non, il prend toute l'enquête pour revenir d'entre les morts. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des 2 recueils que j'ai le moins aimés. Donc Son dernier coup d'archer et les mémoires de Sherlock Holmes. Mais avant de nous quitter, je vous laisse avec la question de la semaine. La question de la semaine étant, quelle est d'après vous la meilleure combinaison de mort de personnages, résurrection de personnages? J'allais dire, je parle pas d'Aragorn où on a l'impression qu'il meurt tout le temps dans les films et puis en fait, ah, il était pas vraiment mort. Je parle plus de... Bon bah, du coup je vais repartir sur la même œuvre, je parle plus de trucs à la Gandalf, où le personnage meurt effectivement, et revient effectivement, et c'est expliqué pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment mort, et pourquoi est-ce qu'il revient, et voilà. Je vous laisse me parler de ça dans les commentaires, d'ici là je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à la prochaine, ciao!